Bonsoir tout le monde. Donc, je suis contente de vous voir. On va laisser le temps à tout le monde d'entrer. Je sais pas. Et donc, vos micros, si vous voulez parler, vous allez ouvrir vos micros. Sinon, on va les laisser silencieux. Hein? Donc, on va laisser le temps. Je suis vraiment contente de voir autant de monde ce soir. Donc, aujourd'hui, si vous voulez ouvrir vos caméras, vous pouvez ouvrir vos caméras, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir de vous voir, à moins que vous me dites que vous n'avez pas accès à vos caméras, mais sinon, rien n'empêche de vous les ouvrir. Donc, bonjour Moreau. Donc, bonjour Jackie, bonjour, il y a des Stéphane, Rosine, Aurélie, Elodie, bonjour. Donc, vous pouvez m'écrire dans le chat là, si, de quel endroit vous venez. Donc, vous êtes dans quelle région? De la région de Québec, la région de Montréal? Êtes-vous à l'extérieur du Québec? Bonjour Roméo. Montréal. Donc, Nouveau-Brunswick. Bonjour, bonjour Sylvie. Ah, OK, bonjour Sylvie. Bonjour Élodie. Donc, oui, du Nouveau-Brunswick. Il y a beaucoup d'infirmières, d'étudiantes infirmières francophones dans cette région-là. Région de Laval. Québec. Est-ce qu'on en a de la région de Trois-Rivières? Est-ce qu'on en a de la région de Sherbrooke, de l'Outaouais? Bonjour, Rodica. Donc, Rodica est de Laval. La Sarre en Abitibi. Et donc, oui, ça, on a des hôpitaux à la Sarre, on a de la formation, effectivement. Donc, bienvenue. Je vais juste ça. OK. Donc, aujourd'hui, ce que j'avais, donc, vous m'entendez bien, j'espère, oui. Est-ce que vous voyez aussi? Donc, je semble avoir un peu de misère avec Donc, je vois beaucoup de caméras fermées, mais je n'arrive pas à voir la mienne, ma connexion. C'est pas grave. Si l'important, c'est que vous me voyez, c'est ce qui est important. Donc, je voulais prendre du temps vraiment pour vous parler de votre examen qui s'en vient bientôt, peut-être en mars, peut-être en septembre aussi. Donc, c'est vraiment de regarder comment on fait pour se préparer à un examen qui est aussi important. Donc, l'examen, que ce soit l'examen de l'Ordre des infirmières, que ce soit l'examen de l'Ordre des infirmières auxiliaires du Québec, c'est l'étape ultime avant de pouvoir travailler dans le réseau de la santé. Donc, c'est vraiment un élément qui est un examen qui doit se préparer à l'avance. On vous avait fait votre formation. Donc, votre formation, vous êtes sur le point de la compléter. Elle est peut-être complétée. Vous êtes peut-être des infirmiers ou infirmières hors Québec dans lesquels vous avez eu des prescriptions au niveau de l'ordre et vous avez quelques cours à faire avant de pouvoir faire votre examen. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, l'examen, pour se préparer à cet examen-là, donc il faut
s'y prendre à l'avance. On ne se prend pas 2 semaines ou une semaine avant l'examen pour dire, ah oui, maintenant je vais être prête, je vais ouvrir mes livres, je vais faire deux, trois lectures, puis je vais être prête. Il faut faire attention. Ça se peut que ça fonctionne, puis d'autres, ça se peut que ça ne fonctionne pas aussi. Donc, pourquoi pas mettre toutes les chances de notre côté? Donc, je vais faire une petite présentation. Je vais vous montrer en même temps. Je trouve que c'est toujours plus agréable là, quand on a un support technique. OK, je vais laisser le chat ouvert. Donc, en même temps, bon, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Posez vos questions dans le chat si vous voulez poser une question en levant la main. Vous allez ouvrir votre micro, vous allez pouvoir poser votre question. Donc, ça va durer environ 1 heure, cette rencontre-là. C'est vraiment de vous donner des trucs pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre examen. Donc, c'est comme ça que j'ai intitulé la rencontre de ce soir. Mais avant ça, euh, qui je suis moi? Donc, peut-être qu'il y en a qui me connaissent déjà, peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas du tout. Donc, je m'appelle Sylvie Rochon, je suis infirmière depuis 30 ans. Cette année, j'ai gradué en 1994. Donc, il y avait des gens qui étaient peut-être même pas au monde encore lorsque moi, j'ai commencé à être infirmière. Donc, j'ai travaillé dans différents milieux. J'ai fait à peu près tous les milieux. Ça, j'ai travaillé dans les unités de médecine, de chirurgie. Après ça, je me suis spécialisée aux soins intensifs, urgences, salle de réveil. J'ai fait de la coordination de département également, pour ensuite me consacrer à l'enseignement. Parce que dans mon parcours, même quand j'étais plus jeune, j'ai toujours aimé transmettre mes connaissances, transmettre mon savoir. Je pense que j'avais une aptitude par rapport à ça. Donc, j'ai décidé de me lancer dans ma carrière d'enseignante. Donc, en 2002, j'ai commencé à enseigner au Cégep à Trois-Rivières. J'ai fait différentes disciplines. J'ai commencé en psychiatrie. J'ai fait de la médecine, beaucoup de personnes âgées, parce que c'est une clientèle que j'affectionne plus particulièrement. Et j'aime beaucoup le travail autonome que ça procure de travailler dans des centres de longue durée. Ensuite de ça, j'ai enseigné, j'ai fait beaucoup de chirurgie, notamment au niveau de la gastro-entérologie, où j'ai fini ma carrière il y a 2 ans déjà. Donc, j'ai décidé d'arrêter ma carrière de soins infirmiers, d'enseignante au cégep, pour me consacrer uniquement à la préparation à l'examen. Donc, pourquoi c'est venu dans mon parcours? Ben, ça reste encore que j'ai besoin de transmettre mes connaissances. On vient me chercher. Et en 2017, j'ai 14 étudiantes qui sont venues me chercher pour dire, on a besoin de se préparer. On ne sait pas trop c'est quoi l'examen de l'ordre. On ne sait pas comment s'y prendre. Puis on veut réussir. Ça coûte cher. On ne veut pas le manquer. Donc, j'ai commencé avec eux à travailler, à les préparer à cet examen-là bien qu'ils avaient réussi leur formation au niveau du cégep, mais ils voulaient vraiment mettre les chances de leur côté. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé comme ça. Fait que j'ai commencé avec 17. Après ça, l'année d'après, j'en ai eu 100. Puis après ça, ça a monté à 500, tout ça. Pour aujourd'hui, dans les dernières années, on en forme entre 1000 et 1500 confondus CPI et CPA, donc par année. Donc, j'ai 10 000, à peu près plus que même 10 000 CPI ou CPA que l'on a formés chez Tutorat Soins Infirmiers depuis 2017. Donc, on en a fait des questions, on en a travaillé, on a modifié notre façon d'enseigner également parce que les examens ont changé. Donc, on a connu des examens avec des Écosses où on avait des questions à courte réponse. Donc, il n'y avait pas de choix de réponse. On a transféré ça en choix de réponse. On a eu la saga il y a 2, 3 ans avec une modification, en tout cas, de l'examen. C'est ce qu'on peut penser qu'il y a eu. En tout cas, on a remodelé l'examen. Là, il est revenu, même encore avec des modifications depuis mars 23. Donc là, maintenant, on a l'examen, là, je parle vraiment pour l'examen de l'OIQ. Donc là, on est revenu avec une formule avec 3 choix de réponse. Donc, peut-être un peu plus facile dans le sens où vous êtes des infirmières novices lorsque vous êtes à l'examen.
Donc, de savoir pourquoi on fait les choses. Donc, c'est ce qui est important. Pour les infirmières auxiliaires, ben, c'est pas un examen, ça fait pas si longtemps que l'examen de l'ordre des infirmières auxiliaires existe. Avant ça, ça fait peut-être une dizaine d'années. Avant ça, on faisait notre cours aux professionnels long, on réussissait notre programme de formation CECI et on était infirmière auxiliaire. Donc, ça aussi, ça a changé avec les années. Maintenant, vous avez un examen aussi à passer pour vérifier votre aptitude à donner des soins et voir vraiment la compétence que vous avez en tant qu'infirmière novice, bien entendu. Donc, dans mon parcours, je me suis beaucoup attardée sur le jugement clinique, la compétence infirmière, parce que je me suis formée, j'ai fait mon cégep parce que le bac initial n'existait pas comme j'aime le dire, dans mon temps, ça n'existait pas, mais l'université existait, donc je suis allée faire mon bac. J'ai fait une maîtrise aussi et je me suis spécialisée en évaluation des compétences puis le jugement clinique. Donc, à savoir comment on apprend. Comment ça peut faire du sens pour une étudiante qui apprend une technique, qui apprend plein d'interventions, qui doit faire plein d'évaluations, sans que ça devienne juste un checklist? OK, j'ai ça à faire dans mon plan de travail. Je veux avoir quelque chose qui est plus large que ça. Donc, fait que je me suis vraiment concentrée là-dessus. Donc, j'ai fait une maîtrise en évaluation des compétences qui m'a amené en même temps à me concentrer un peu sur nos activités réservées, que ce soit au niveau infirmière ou une infirmière auxiliaire. J'arrivais dans le milieu avec mes étudiants, puis je me rendais compte, mais voyons donc, pourquoi on a le droit l'Ordre des infirmières nous donne le droit de faire cette intervention-là. Pourquoi, quand je suis en stage avec mes étudiants, je n'ai pas le droit de le faire? OK? Ou pourquoi dans un centre, je peux faire telle intervention, puis j'arrive sur un autre département, je n'ai pas le droit. Donc, ça m'a beaucoup questionné et ça m'a beaucoup confronté à savoir pourquoi c'est si différent d'un centre à l'autre. Puis dans toute ma carrière, j'aime beaucoup les soins infirmiers, ça en est une passion. Donc, j'ai aussi travaillé à faire de l'agence dans mes premières années, peut-être dans les années 2010, ça commençait un petit peu. Donc, j'ai fait un petit peu d'agence et c'est là où j'ai eu le choc de savoir que, ben, à Repentigny, on ne travaillait pas de la même façon qu'à Trois-Rivières. On ne faisait pas les mêmes évaluations. On ne diluait pas les médicaments de la même façon. Ça avait été, ben voyons donc comment ça que à Trois-Rivières, le Lasix, on diluait ça avec 5 millilitres, puis là, on arrivait à Repentigny, puis eux autres, ils le diluaient avec 10. Est-ce que c'était plus dangereux à travailler d'une place ou l'autre? Non. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de disparités entre les régions, entre les établissements. Donc, c'est une piste de solution qui est importante lorsqu'on vient pour se préparer à un examen professionnel. Parce que l'examen, il est conçu par des infirmières ou des infirmières auxiliaires avec une réalité qui doit être commune à tout le monde qui va passer l'examen. Donc, ça, je vous demandais tantôt, vous venez d'où? Donc, celle qui parle, celle qui reste à La Sarre en Abitibi versus Naomi de Laval, puis Moreau de Québec. Donc, vous avez toutes des réalités différentes. Vous ne travaillez pas dans le même établissement. Pourtant, on doit évaluer vos compétences. Donc, c'est là où ça va devenir un enjeu important dans votre préparation à votre examen de savoir que pour installer une sonde urinaire, vous avez besoin de votre potet, vous avez besoin d'une sonde, vous avez besoin de chloroxydine ou de d'Ibitan. Là, vous allez tout sortir votre matériel. Puis, dans un autre centre à Montréal, au CHUM, bien, eux autres, ils ont un petit kit déjà tout préparé. Est-ce qu'on va vous poser la question combien de compresses vous avez besoin? À quel numéro de sonde vous allez avoir besoin pour l'installer? Non, c'est des choses qui ne peuvent pas être questionnées à l'examen parce que ces procédures-là sont trop différentes d'un centre à l'autre. Donc ça, c'est un élément clé dans votre préparation.
Pourquoi on fait un examen? Parce qu'on veut s'assurer que vous êtes minimalement qualifié et sécuritaire pour la population. Les ordres professionnels, leur rôle, c'est d'assurer la sécurité des patients. Donc, quand ils vous émettent un permis, c'est un permis de travail pour dire que vous pouvez exercer des activités d'infirmière ou d'infirmière auxiliaire. Donc, il faut qu'ils valident si vous êtes vraiment apte. Même si vous avez fait votre formation, même si vous avez réussi votre formation, même si vous arrivez d'Haïti, de l'île de la Réunion, de la Roumanie, vous devez quand même passer cet examen-là. Le permis d'exercice est un privilège et non une obligation. Donc, c'est important de le savoir et vous allez avoir trois chances. Que ce soit pour l'Ordre des infirmières ou l'Ordre des infirmières auxiliaires, c'est la même chose. Vous avez trois essais pour faire votre examen et le réussir. Si vous ne le réussissez pas après les trois fois, vous ne serez pas ni infirmière auxiliaire. Vous allez avoir d'autres options à prendre, mais vous ne pourrez pas demander une quatrième fois. Donc, de façon générale, il peut y avoir des exceptions, mais de façon générale, c'est trois fois. On peut tomber une fois, on peut tomber deux fois, mais on ne peut pas tomber trois fois. Donc, commençons déjà à se préparer d'avance pour être en mesure de le réussir la première fois. Les examens qui s'en viennent, donc la prochaine cohorte va être pour l'examen du 25 mars. Donc, c'est la préparation pour l'examen de l'OIQ. Donc, l'examen aura lieu le 25 mars 25. Ça fait beaucoup de 25 dans les chiffres. Pour l'OIAQ, c'est le 22 mars. Donc, l'OIAQ, habituellement, c'est le samedi, puis l'OIQ, c'est le lundi ou le mardi. Donc, fait que là, ça va être en mars pour les deux prochains examens qui s'en viennent. Euh, donc, au niveau du parcours. Comment on se prépare à cet examen-là? Il y a différents aspects. Puis là, je voulais vous donner vraiment des trucs pour vous aider. Première chose, ben, c'est de comprendre le format d'examen. Donc, on doit se familiariser avec la structure, le type de questions, quels sont les domaines qui vont être évalués. Donc, c'est des éléments qui sont importants. Est-ce que je dois évaluer, est-ce que je dois comprendre et apprendre par cœur toute ma procédure pour installer une sonde urinaire? Non, parce que ça ne sera pas questionné. Est-ce que j'ai besoin de savoir les évaluations à faire avant de l'installer? Oui, ça, j'ai besoin. Parce que si mon patient est allergique à l'iode, je dois le savoir. Donc, ça va faire partie des évaluations que je vais faire avant de l'installer. Ensuite de ça, est-ce que j'ai besoin de connaître les surveillances après l'avoir installé ma sonde urinaire? Ben oui, parce que ça fait partie de nos responsabilités comme infirmière ou infirmière auxiliaire de s'assurer que nos méthodes de soins qui sont prescrites par le médecin fonctionnent correctement parce que ça peut causer des préjudices aux patients. Donc, de savoir que la quantité d'urine qui va être excrétée dans le sac collecteur, est-ce que c'est la bonne quantité? Est-ce que ça correspond à la situation? Est-ce qu'il y en a trop ou il n'y en a pas assez? Donc, là, à ce moment-là, on aura des interventions à faire. Si mon patient a des ingestats de 2000 millilitres dans son 24 heures, puis il a uriné 100 millilitres, il est passé où le reste? Hey, c'est-tu parce que mon patient était tellement déshydraté ou c'est parce que on a une problématique? Est-ce que mon patient il est enflé? Est-ce que c'est parce que ma sonde ne fonctionnait pas bien? Puis un coudé, un bloqué, puis c'est tout resté dans la vessie? C'est tous des éléments d'évaluation qu'on fait après l'installation de la sonde. Ça, c'est des questions qu'ils vont vous poser. Parce que surveiller une sonde en Abitibi ou surveiller une sonde à Matane, c'est la même sonde. On va la surveiller de la même façon parce que les complications vont rester les mêmes. Donc, ça, c'est important. Comment les questions sont posées aussi? Parce que dans vos collèges, vous avez probablement été habitué de travailler, d'avoir des examens avec des mises en situation, questions, choix de réponse. On essaie de vous amener à connaître un peu le fonctionnement de l'examen professionnel. Pour ce qui est du programme SASSI, c'est un peu différent parce que vos examens sont conçus par le ministère.
donc le ministère de l'Éducation. Donc, les mises en situation, les questions vont peut-être être un peu différentes de ce que vous allez retrouver à l'examen de l'ordre. Mais vous allez on est quand même en mesure d'y répondre. Mais plus on va travailler, plus on va se pratiquer avec des questions qui ressemblent beaucoup à l'examen, bien, ça devient bien plus facile. J'ai pas les questions de l'ordre, mais avec le temps, j'ai appris à savoir quel type de questions ils vont poser, quels sont les choix de réponses qui vont être proposés, parce que c'est pour des étudiants novices et à un moment donné, les thèmes reviennent d'année en année, ça va être à peu près toujours la même chose. Donc, on va évaluer, on va intervenir, on va assurer la continuité des soins sur des sujets qu'une infirmière novice ou une infirmière auxiliaire novice risque d'avoir en début de pratique. Donc, des choses que vous voyez quand vous êtes CP, des choses que vous voyez quand vous avez fait vos stages dans les hôpitaux ou dans les centres de longue durée. Les domaines de compétences, donc de savoir sur quoi on va évaluer. Est-ce qu'on va évaluer les soins intensifs? Non. Est-ce qu'on va vous mettre un patient dans un contexte de soins intensifs? Peut-être. Mais il serait dans un département de médecine, ça ferait la même chose. Donc, le contexte, des fois, peut vous porter à confusion, mais c'est simplement qu'on a mis le patient à quelque part dans l'hôpital. OK? Est-ce que vous allez travailler, est-ce que vous allez devoir intervenir pour une patiente qui est en travail, puis qui est en train de compliquer, puis un cordon autour du cou du bébé, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, parce que ce n'est pas de compétence d'une infirmière qui commence. Donc, ça prend des spécialités pour ça. Il y a des guides qui existent, il y a des ressources officielles qui sont fournies autant par l'Ordre des infirmières que l'Ordre des infirmières auxiliaires qui sont là vraiment pour vous aider à connaître un peu connaître la structure de l'examen, connaître les procédures. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un must que vous pouvez aller chercher. Un autre truc important, c'est de vous élaborer un plan d'études. Donc, on a du temps. L'examen du mois de mars, si vous faites l'examen du mois de mars, si vous faites votre examen en septembre prochain ou en juin prochain, bien, ça va être le même processus. Donc, on se prend un cahier, on se prend une feuille, puis déjà, on va s'élaborer un plan d'études, à savoir qu'est-ce que je dois étudier et combien de temps que j'ai pour l'étudier. Donc, si vous êtes présentement, si vous m'écoutez, puis que vous faites votre examen le 7 décembre parce que vous êtes infirmière auxiliaire, ben, il vous reste pas beaucoup de jours. Il vous reste à peu près 12 jours. Puis si vous n'avez pas commencé à étudier, ben, vous allez devoir vous faire un calendrier ben serré. OK? Fait que, est-ce que vous allez avoir le temps de tout étudier? Non. Là, vous allez aller chercher vraiment les éléments qui vous manquent ou les éléments que vous maîtrisez le moins bien. Mais c'est un stress que vous n'avez pas besoin d'avoir. Donc, de vous planifier à l'avance, de dire, OK, d'ici le mois de mars, il me reste tout le mois de décembre, il me reste tout le mois de janvier, février, puis quasiment tout le mois de mars. Donc, j'ai 4 mois pour me préparer. Donc, je vais me faire une cédule et je vais déterminer à quel moment je vais étudier. OK? Donc, pas à la procrastination, on essaie de ne pas mettre ça dans l'horaire de notre étude. Donc, on va aller céduler des moments pas trop long. On ne fera pas des 7 heures, des 8 heures d'études. Vous êtes mieux d'y aller un petit peu à toutes les fois, puis de le faire, que de dire, ah, ben, je prends 7 heures une journée complète, puis là, je fais juste de l'étude. Tant qu'à moi, c'est du bourrage de crâne. Puis ça ne sera pas profitable. Puis si vous l'auriez échelonné sur différents moments, ça vous aurait peut-être pris juste 5 heures au lieu de vous prendre 7 heures ou 8 heures. Donc, ça, c'est un élément. Oh, pardon. J'ai voulu faire entrer des gens, puis je n'ai pas posé à la bonne place. Donc, de vous faire un calendrier et d'y aller, donc, un petit peu à la fois, c'est ce qui est le mieux. Utilisez tous les manuels. Les manuels que vous avez utilisés pour votre formation sont encore bons parce que les autres professionnels utilisent les mêmes volumes que vous. Donc, vos Potter, vos Lewis, vos notes de cours que vous avez eues pour votre programme SASI, ils sont bons. OK? Il y a différents outils qui existent.
Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Il y a des groupes, il y a plein de ressources pour pouvoir vous aider à vous préparer. Il y a des groupes d'études qui existent. Là-dessus, je vous mets en garde. Vous connaissez très bien les réseaux sociaux. Je vous apprends rien. Quand on veut connaître quelque chose sur les réseaux sociaux, si on pose une question, on va avoir tout et son contraire. Donc, si je veux savoir quelle est la bonne intervention que j'ai à faire, vous allez avoir une, deux, trois, quatre, cinq bonnes réponses. Puis si vous dites, est-ce que je pourrais faire ça? Vous allez avoir des oui, vous allez avoir des non. Vous n'aurez jamais la bonne réponse. OK? Donc, oui, c'est bon de travailler en petits groupes, de travailler avec des groupes. Faites attention pour aller valider vos informations. La meilleure façon de valider vos informations, c'est dans vos volumes. C'est vos volumes qui vont vous donner la bonne réponse. Donc, d'utiliser différentes ressources pour votre étude, c'est vraiment gagnant. Ensuite, il faut se pratiquer avec des situations cliniques. Donc, faire des exercices, peut-être de travailler avec des volumes que vous aviez. Si vous travaillez avec les Lewis, donc des Chenelières éditions, vous avez aussi des livres de référence, vous avez des mises en situation. Il y a un guide, eux autres aussi ont fait un guide d'apprentissage pour pouvoir revoir certaines pathologies. Donc, ça, c'est des éléments que vous pouvez vous servir. Vous avez déjà eu fait des mises en situation durant votre formation, gardez-les et retravaillez-les, mais de façon à être en mesure de travailler en vue de votre examen professionnel et non pas juste en lien avec le, l'examen qui s'en vient. Tu sais, vous êtes peut-être à votre dernière session de formation au Cégep, vous avez votre épreuve de synthèse de programme qui s'en vient le mois prochain. Là, vous êtes en train d'étudier pour l'examen. Hein. Mais lorsqu'on étudie aussi pour votre examen professionnel, on étudie, on essaie davantage de comprendre parce que ce que vous allez étudier, vous allez vous en servir sur le plancher quand vous allez travailler. Donc ça, c'est un élément important. Quand vous faites des mises en situation, que ce soit chez nous, chez Tutorat Soins Infirmiers ou que ce soit ailleurs, ce qui est important, c'est de valider vos réponses. De dire, OK, j'ai la bonne réponse, yes, c'est parfait. Mais pourquoi les autres n'étaient pas bonnes? Et c'est là que ça va jouer vraiment dans votre apprentissage. Parce que souvent, vous savez quoi faire. Est-ce que vous savez pourquoi vous le faites? Des fois oui, des fois non. Mais savez-vous pourquoi les autres réponses n'étaient pas bonnes? Puis peut-être que c'est juste dans la situation qui est présentée que ce n'est pas la bonne réponse. Ça pourrait être, dans un autre cas, une bonne réponse. Donc, on travaille beaucoup des mises en situation avec tutorat de cette façon-là. Donc, ce que je fais, là, je prends des vignettes contextuelles avec un patient. Avec une pathologie, on y met des signes vitaux, donc une situation clinique comme vous êtes habitué d'en voir. Puis là, je vais poser une question. Quelle intervention prioritaire allez-vous faire pour Monsieur X? Puis là, je vous mets trois interventions. Selon la vignette, c'est la réponse A qui est bonne. Ensuite de ça, je reprends la même vignette, je fais quelques modifications dedans. Je ne la change même pas de place. Elle est toujours sur le même département, elle s'appelle toujours le même nom. Elle a les mêmes antécédents. Je vais aller changer quelques éléments dedans. Et là, je vais vous demander quelle intervention. Et la réponse A n'est plus bonne. C'est la réponse B qui est bonne. Pourquoi? Parce que j'ai changé les valeurs pour changer le problème. Donc, un patient peut avoir différents problèmes. Donc, c'est ce que je vais faire. Ensuite, on va retravailler la même situation. Puis, là, maintenant, ça va être la réponse C qui va être la bonne. Donc, ça, c'est des éléments. Pourquoi? Parce que je veux vous apprendre à comprendre vos situations cliniques, vos vignettes. Quand il y a des valeurs, quand il y a des examens de laboratoire, quand il y a de la médication, c'est pas là pour rien. Il y a une raison. Donc, il faut faire parler ces informations-là. Il faut revenir avec votre collecte de données, votre analyse, donc que vous avez appris dans votre démarche de soins. Donc, nos deux premières étapes. Donc, j'analyse la situation pour savoir c'est quoi le problème. Parce que si vous savez c'est quoi le problème, ça va être facile de trouver la bonne intervention. Puis si vous évaluez correctement, puis qu'on vous demande de l'information supplémentaire, vous allez savoir c'est quoi le problème. Ça va venir de soi, l'élément manquant.
Donc, ça, c'est une force que j'ai développée avec le temps, cette expertise-là au niveau des situations cliniques. Donc, quand vous travaillez des mises en situation, vous devez travailler de cette façon-là. Revoir vos concepts clés. Vos Lewis sont épais comme ça. OK? Vous ne pouvez pas toutes les relire au complet. Vous allez commencer vraiment par les choses que vous allez maîtriser le moins. Vous n'avez pas aimé la psychiatrie, ça n'a pas vraiment bien été dans votre cours, vous n'avez pas 30 ans étudié, vous aimez mieux, il y a plein de raisons. C'est bien correct, ça vous appartient. Mais la psychiatrie, elle fait partie de vos examens. Donc, si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, parce que ça ne vous intéresse pas, la psychiatrie, c'est moins votre domaine, ben commencez donc par ça. Commencez par aller chercher quels sont les éléments, les contextes, les points les plus importants en psychiatrie que je dois savoir. Est-ce que je connais le syndrome malin des neuroleptiques? Est-ce que je connais les signes extrapyramidaux? Est-ce que je suis en mesure de reconnaître un patient qui va se suicider? Donc, vous allez aller chercher vos concepts les plus importants. Ensuite de ça, ben, vous pouvez vous faire des fiches de revision. Donc, d'aller fouiller dans vos volumes pour dire, ben, je suis capable de me faire un schéma. Un patient qui a un syndrome malin des neuroleptiques, ben, il y a des médicaments qui doivent être associés à ça. Puis, il doit y avoir des pathologies qui sont associées à ça. Quelles sont les évaluations que je dois faire? Quelles seront les interventions s'il y a ce problème-là? Donc, faites-vous des schémas comme ça pour être en mesure de voir si j'ai un patient qui a un symptôme, des signes extrapyramidaux, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je l'évalue? Puis comment je vais faire pour intervenir? OK? Donc, ça, c'est des éléments qui vont vous aider, donc, de revoir vos concepts clés. Gestion du stress et rester motivé. Donc, la gestion du stress, on n'apprend pas ça la veille de l'examen. Apprendre à gérer son stress, à connaître qu'est-ce qui nous aide à relaxer, à diminuer pour que quand je suis trop stressée, là, mon hamster dans ma tête, là, il vire trop vite, je m'en vais un peu partout, je ne suis pas capable de me concentrer. On se calme. Tu sais, ça peut être juste de s'asseoir, prendre des grandes respirations. Je respire, je me calme. OK, on reprend. Je reprends mon étude. En le faisant, puis en le faisant régulièrement, dès que vous sentez que vous êtes un peu stressé quand vous êtes en train d'étudier, puis que la panique vous pogne parce que l'examen s'en vient, travaillez ces techniques-là. Quand vous allez être assis au bureau pour faire votre examen, bien, vous allez peut-être avoir des petites périodes de stress comme ça. Oh mon Dieu, je vais-tu me souvenir de mes réponses? Oh, qu'est-ce qui va arriver si j'ai la feuille blanche? Puis là, vous allez commencer. On s'assoit, on relaxe, on respire, et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. OK? Donc, ça, c'est des éléments à travailler. Donc, vous pouvez déjà commencer à introduire de la méditation, du yoga, les exercices de respiration. Ça prend pas longtemps. Puis, il y en a plein sur Internet. Vous êtes capable de vous trouver des façons, puis ou peut-être que vous en avez déjà les vôtres, vos façons d'être en mesure de relaxer. De prendre des pauses, puis d'avoir un agenda équilibré. Tu sais, dans la vie, il n'y a pas juste le travail, il n'y a pas juste les loisirs, il n'y a pas juste les études, il y a la famille. Donc, faut que ça soit partagé. Donc, vous avez des besoins de moments pour vous, vous comme personne. Vous avez besoin des moments avec votre famille. Fait que si vous avez des enfants, prendre du temps de qualité avec vos enfants. Prendre une journée puis dire, ah, regarde, aujourd'hui, il a neigé. Hey, on va aller dehors, on va aller profiter de cette. C'est toujours féerique la première neige. Donc, pour ceux qui ont eu de la neige aujourd'hui, c'est toujours le fun. Fait que d'en profiter avec les enfants, 15-20 minutes, ça n'a pas besoin d'être long. Juste profiter du moment avec les enfants. Donc, même chose. Donc, je vais étudier, je vais me prendre une demi-heure, je vais me prendre 1 heure quand je suis tranquille le matin ou le soir parce que c'est mes moments où j'étudie le mieux. Donc, trouvez vos places où vous êtes le plus efficace dans votre étude. Vous vous connaissez. Il y en a que c'est plus la nuit, il y en a que c'est plus le jour, il y en a que c'est le soir. Vous êtes tous différents. Par la suite, ben, essayez de vous maintenir ça.
Votre travail aussi, vous allez commencer comme CP, comme CPA. Vous êtes peut-être déjà comme ça aussi. Vous travaillez en plus, peut-être comme externe, vous travaillez comme préposé. Donc, on a tous besoin d'argent, c'est normal. Puis on veut travailler, puis il manque de personnel. Puis là, OK, je vais faire un temps supplémentaire. Respectez-vous là-dedans, dans la période qui s'en vient. Vous allez avoir en masse du temps pour faire du temps supplémentaire, mais vous n'aurez pas autant de chances de réussir votre examen. Donc, si vous avez dit, moi, mais là, j'avais prévu de l'étude parce que là, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer une journée, vous avez le droit de dire non. C'est de dire non, je ne rentrerai pas une journée de plus, je vais la consacrer à moi, à me reposer. OK? Puis en même temps d'étudier, puis d'arriver à la fin, rendu au 21 mars ou au 24 mars, pas trop fatigué, quand même en bonne posture dans vos connaissances parce que vous allez avoir fait ce qu'il faut pour prouver à l'Ordre des infirmières et à l'Ordre des infirmières auxiliaires que vous méritez d'avoir votre permis de travail, donc votre permis d'exercice. Ça se peut que vous ayez besoin d'aide. Ça se peut que vous n'en ayez pas besoin. Donc, il y en a qui vont se préparer de façon autonome, puis ça va bien, ils n'ont jamais eu misère à l'école. Puis ils disent, non, moi, je n'ai pas besoin de me préparer, je n'ai pas besoin de me faire accompagner, puis c'est correct. Mais il y en a d'autres qui en ont besoin. Ils ont besoin d'avoir une structure. Ils ont besoin d'être accompagnés plus serrés. Ils ont besoin de se faire dire, oui, aujourd'hui, cette semaine, c'est ça qu'on devrait étudier. Donc, d'avoir un accompagnement un petit peu plus serré. Donc, c'est un peu ce que nous, on offre, donc l'aide nécessaire pour vous préparer. OK? Pourquoi? Parce qu'on connaît les étapes, on sait tout ce qui va arriver dans votre parcours d'ici le mois de mars, au niveau de votre examen, au niveau de votre préparation. C'est quoi les avantages lorsqu'on a un suivi ou un accompagnement structuré pour l'examen? OK? Bien, ça va nous aider à réussir parce que vous allez avoir un plan d'études qui est structuré. On va vous accompagner. À chaque semaine, je vous envoie un courriel pour vous dire il va y avoir telle chose cette semaine. N'oubliez pas ça va être le temps, vous allez recevoir vos avis de convocation parce que c'est l'ordre qui vous convoque à vos examens professionnels. Donc, regardez dans vos courriels cette semaine, vous allez avoir votre avis de convocation. N'oubliez pas, c'est important de pouvoir vous inscrire. La date limite, c'est ça. Mais quand vous n'avez pas d'accompagnement, puis que le courriel s'en va dans vos indésirables, puis que vous vous rendez compte parce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit, hey, as-tu payé ton inscription pour ton examen? Non, je n'ai pas reçu de courriel. Ben oui, c'était la date limite hier. Qu'est-ce que ça fait comme conséquence? Ça vous fait un échec à l'examen. Même si vous dites, ah, ben là, je ne le savais pas, ben là, il était dans mes courriels, c'est votre responsabilité de savoir ça. Donc, d'être accompagné, ça enlève ce stress-là de dire, est-ce que je vais passer tout droit pour des étapes importantes de l'examen? Est-ce que, donc, votre plan d'études, votre soutien, le soutien de groupe, quand on fait des rencontres en direct sur différents sujets, ça, on va parler, oui, de psychiatrie, on va parler de chirurgie, on va parler de médecine, on va parler de contention. Donc, quand on va travailler les sujets de contention, qu'est-ce qui est important de savoir pour les contentions à l'examen? Donc, on va aller travailler là-dessus. On va, avec des situations en direct, faire des mises en situation. On vous présente une situation avec des choix de réponse, comme si vous étiez à l'examen. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites A, B ou C? Puis on en discute. Pourquoi? Parce que c'est ce qui amène le jugement clinique. Parce que vous comprenez. Puis là, il y en a une qui dit, moi, mais telle affaire. Puis là, on discute, puis on amène des fois des solutions ou d'autres choix de réponse qui pourraient être possibles. Parce qu'on ne les connaît pas. Les examens, c'est privé, c'est gardé probablement dans une voûte, comme ceux qui écoutent le chanteur masqué, c'est vraiment caché. Mais on sait à peu près toujours quelles sont les meilleures interventions, donc on est capable de vous guider là-dessus. Vous avez une question. À qui vous vous référez? Telle chose, est-ce que c'est bon? Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire ça. Quelles sont les interventions ou les surveillances que je dois faire post-chute? Est-ce que je dois faire telle, telle? Mais on est là.
On a un forum de discussion. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. OK? Donc, peu importe les types de sujets. Pour l'OIQ, c'est moi. Pour l'OIAQ, c'est Karine qui est la spécialiste, donc qui enseigne au niveau SACI depuis quasiment aussi longtemps que moi. Donc, on est deux spécialistes pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, ça, c'est un élément qui est hyper important de se faire accompagner, de se faire rassurer, puis de savoir que si j'ai un problème, puis j'ai une question, il y a quelqu'un qui va répondre, puis je vais avoir la bonne réponse. Des fois, je ne les connais pas toutes les réponses que vous me posez, mais je sais où aller chercher par contre, où je suis capable aussi de vous guider pour dire, va voir dans tel volume, à telle place, dans tel chapitre, tu vas être en mesure de trouver la bonne réponse. Donc, ça, c'est des éléments qui sont vraiment gagnant pour votre examen. Fait que si on regarde, si on récapitule, comprendre votre examen, vous faire un bon plan d'études, utiliser des ressources variées, donc tout ce que vous pouvez avoir, que vous avez pour réussir, utilisez-le. Pratiquez-vous avec des mises en situation clinique. Revoyez vos éléments clés pour chacune des pathologies, les éléments les plus importants pour votre examen. Gérer votre stress, donc déjà apprendre à vous donner des outils pour bien gérer votre stress, puis de demander de l'aide aux besoins. Et surtout, de vous faire accompagner, je pense que c'est un essentiel. Donc, je vais regarder, on avait des questions. Donc, oui, mesdames. Donc, bonjour Sylvie. Pour ceux qui portent le nom d'épouse dans leur document officiel, est-ce que cela cause un problème pour l'identification à l'examen de l'ordre? Non, ce qui est important, c'est lorsque tu t'es inscrit pour avoir ton permis d'étudiant. OK? Donc, c'est vraiment les noms que tu as utilisés parce qu'ils t'ont demandé probablement soit ton acte de naissance ou un papier officiel, ton passeport. Donc, ça, c'est les éléments, c'est tes vraies identités. OK? Donc, il faut que lorsque tu te présentes à l'examen, il faut que tu te présentes avec les mêmes documents. C'est ce qui est le mieux. Donc, si sur ton permis de conduire, tu as toutes les informations, c'est correct. Mais si tu as ton passeport, pense que c'est ce qui est le mieux. Est-ce que, madame, ça répond à ta question? Donc, c'est vraiment, même si on le nom de leurs épouses, c'est vraiment le nom à laquelle tu es inscrit à ton ordre professionnel. OK? Puis si tu n'es pas certain, euh, quand on ouvre votre portail, autant pour l'OIQ que l'OIAQ, vous avez un portail où vous devez vous identifier avec votre adresse courriel et vous avez des informations dedans pour votre examen. C'est là en même temps que vous allez pouvoir aussi vous inscrire pour votre examen. Donc, regardez sous quel nom vous êtes. Puis si vous n'êtes pas certain, la meilleure personne qui va vous répondre, c'est l'ordre. Appelez-les. Il y a toujours un numéro du registraire. Posez-leur la question. Moi, j'ai X, Y, Z dans mon nom. Je suis inscrit sous tel nom. Qu'est-ce que je dois vous apporter comme document? OK? Donc, oui, puis c'est une excellente question parce que des fois, on a vu à quelques reprises des étudiants se faire refuser à l'examen parce que le document ne correspondait pas au nom qui était fiché pour la personne qui devait se présenter à l'examen. Parce qu'il faut savoir qu'ils ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas qui vous êtes. Donc, n'importe qui pourrait se faire passer pour n'importe qui. Hein. Donc, fait qu'il faut vraiment que ça corresponde les deux ensemble. Donc, nous, qu'est-ce qu'on vous offre? Un accompagnement, un suivi étape par étape. Donc, vous avez les informations, on va vous renvoyer, on va vous envoyer de l'information aussi. Donc, le site web est là. On a notre site de formation, donc on a des formations pour la préparation vraiment à l'examen. Il y en a d'autres aussi, vous irez fouiller, il y a d'autres éléments. Mais ce qui est le plus important, c'est prenez ce que vous avez besoin. Ce que vous avez besoin pour vous faire accompagner, pour réussir votre examen. Il faut penser que l'examen n'est pas donné. Pour l'Ordre des infirmières, je pense que c'est 650 quelques dollars. Puis l'OIAQ, c'est dans les 300 dollars. Donc, dites-vous que si vous l'échouez une fois,
ça va vous coûter encore 600 quelques dollars ou 300 quelques dollars. Donc, d'avoir misé sur un accompagnement, ça va peut-être vous coûter moins cher que de reprendre votre examen. Donc, c'est peut-être des fois le calcul vaut le travail. On a vraiment tous les outils. Dans nos préparations, qu'est-ce qu'on a? On a des vidéos, on a des lectures complémentaires, on a des résumés d'articles, c'est bien sûr des mises en situation qui vont couvrir l'ensemble de ce que vous devez voir pour votre examen. On a des rencontres en direct sur différents sujets. On a des périodes de questions. Et comme vous êtes beaucoup qui vous préparez, il n'y a pas personne qui a le même horaire. Hein, il y en a qui travaillent de jour, de soir, de nuit. Il y en a qui sont sur les 12 heures. Il y en a qui sont sur les 4-3. Il y en a qui commencent à 7 heures. Il y en a qui commencent à 9 heures. Essayer de faire un horaire pour convenir à tout le monde, c'est impossible. Donc, la façon qu'on fait depuis des années, c'est que toutes les rencontres sont enregistrées, ils sont disponibles, puis vous pouvez les réécouter quand vous voulez. Donc, s'il y avait une rencontre ce soir, vous n'êtes pas là, c'est pas grave, l'enregistrement va être disponible, puis vous avez jusqu'à l'examen pour pouvoir le réécouter. Dans votre stratégie d'étude, vous allez dire, ouais, il ne faudrait peut-être pas que je retarde trop parce que si je n'écoute pas celui de cette semaine, puis je n'écoute pas les deux prochains de la semaine prochaine, puis je n'écoute pas l'autre, à un moment donné, vous allez vous décourager. Il va y avoir trop de reprises de vidéos à réécouter. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir les écouter euh, de façon plus assidue. Comme ça, ben, vous ne manquerez rien. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment aidant, que les étudiants apprécient beaucoup. Donc, pour ceux qui veulent poser des questions, quand vous êtes en direct, c'est parfait. Les tuteurs, on est là pour vous répondre à vos questions. Mais quand vous écoutez une vidéo, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, on a les forums de discussion justement pour ça. On a des périodes de questions, même un petit peu plus tard, quand on arrive au mois de février, là, pour reposer vos questions. Mais sinon, le forum de discussion, on pose la question, on vous répond, puis vous allez pouvoir continuer votre étude. Oui, Christelle, tu as levé la main, tu dois avoir une question pour moi. Tu peux ouvrir ton micro. Ok, merci de me passer la parole. Bonsoir à tous. Je voulais juste savoir, Sylvie, la session de mars, par exemple, à quel moment est-ce que l'OIQ convoque? L'OIQ convoque habituellement 60 jours avant. Donc, techniquement, ça devrait être en janvier. On n'a pas D'ac- eu la date encore. Je suis allée voir tantôt, les dates ne sont pas sorties. Donc, dès que tous les étudiants qui sont avec nous, dès que la date de convocation sort, j'envoie un courriel pour dire, mettez ça à votre agenda, vous avez la période d'inscription et de telle date à telle date. Ok, merci. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Donc, pour moi, ça termine la présentation. Donc, elle va être disponible. Je pense que je vais vous l'envoyer aussi si vous la voulez, la présentation. Donc, tutorat, c'est 100% en ligne, des situations adaptées, nos activités réservées. Oui, ça, c'est important. C'est quelque chose que j'ai parlé, mais peut-être un peu vite. Euh, L'examen est basé sur les activités réservées et non pas les activités administratives. Tu sais, de savoir est-ce que je vais appeler l'ergo ou la physio, est-ce que je vais laver le plancher, est-ce que je vais aider la personne à manger? Non, ça ne fait pas partie de vos activités réservées. Donc, les 14 activités réservées pour les infirmières, les 9 activités autorisées et réservées pour les infirmières auxiliaires. Il faut toujours penser que vous devez faire votre plein champ d'exercice. L'élément le plus facile euh, pour pouvoir parler des activités réservées, c'est la médication. Autant infirmière qu'infirmière auxiliaire, on peut administrer de la médication selon une ordonnance, individuelle ou collective, mais selon une ordonnance. Les infirmières auxiliaires peuvent administrer tout type de médicaments, sauf intraveineux. Les infirmières peuvent administrer tous les types de médicaments, y compris intraveineux, sauf artériels. C'est bien sûr que les infirmières auxiliaires non plus ne peuvent pas faire artériel. Donc, dans une situation où on vous pose la question qu'il y a des médicaments en nébulisateur,
Donc, les traitements d'inhalo que l'inhalothérapeute fait pour la grande majorité des établissements au Québec. Si vous avez comme optique que, ben non, je ne peux pas administrer ce médicament-là, c'est l'inhalothérapeute qui le fait. C'est ce que vous allez aller chercher dans votre réponse, que vous devez aviser l'inhalothérapeute. Mais dans votre plein champ d'exercice, vous avez le droit de l'administrer. Pourquoi, dans certains établissements, qu'on ne le fait pas, puis c'est l'inhalothérapeute, c'est l'organisation du travail. Votre employeur, qui est l'hôpital ou le CHSLD, organise le travail de ses employés pour que ce soit le plus efficace possible. Donc, pour l'efficacité, tout ce qui est en lien avec l'inhalothérapie, donc tous les traitements de nébules, les pompes, ça va être l'inhalothérapeute qui va s'en occuper. Puis l'infirmière auxiliaire va administrer les autres types de médicaments. Mais si vous partez avec cette optique-là à l'examen, ça se peut que vous ayez une mauvaise réponse, pas parce que vous ne savez pas, parce que vous vous êtes mis dans un contexte de votre établissement, alors qu'il faut aller vraiment dans notre champ large, votre exercice complet. Vous avez le droit d'administrer tout type de médicaments. Donc ça, c'est un élément à prendre beaucoup en considération lorsque vous faites votre étude. Donc, de savoir que c'est provincial. Françoise, oui, j'ai vu, j'ai pas j'ai vu que tu m'avais envoyé un courriel, j'ai juste pas eu le temps de répondre. Donc, je pense que tu passes une entrevue si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Combien de temps avant de commencer? Donc, combien de temps avant vous recommandez de commencer votre préparation pour l'examen le plus tôt possible? Parce que plus vous commencez tôt, moins vous en avez à faire, moins vous allez avoir de gros blocs à faire. Vous allez l'étirer sur un grand moment. Lorsque vous vous inscrivez chez Tutorat, vous avez accès à tout, à part les situations, les rencontres en direct qui ne sont pas commencées, là, mais vous avez accès à tout tout de suite et jusqu'à l'examen. C'est pas dire, ah ben là, tu vas l'avoir pour un mois, 2 mois, 3 mois. Non, nous, on ne marche pas comme ça. Dès que les sessions s'ouvrent, tu as accès, tu t'inscris la première journée de l'inscription au mois d'octobre, tu l'as pour l'OIQ jusqu'au mois de mars. Là, on est le 26 novembre. Si tu t'inscris le 26 novembre, tu as accès à tout jusqu'au mois de mars. Donc, un petit cue comme ça, si tu es en train de préparer ton synthèse de programme, ben peut-être qu'il va y avoir des mises en situation, il y a peut-être des vidéos qui vont t'aider à te préparer pour ton synthèse de programme. Donc, tu vas avoir déjà une partie de ton étude pour ton examen de fait pour ton examen du mois de mars. Donc, tu peux te servir aussi de la préparation pour finaliser ta session. Donc, plus tôt tu commences, mieux c'est, parce que ton agenda, tu vas pouvoir l'étirer puis l'épurer pour que tu vas avoir justement du temps et que tu vas être moins fatigué. Est-ce que vous recommandez de commencer par la réactivation des connaissances ou par les situations cliniques? Excellente question, Aurélie. Ça va dépendre de comment tu apprends. Est-ce que on a des étudiants qui doivent vraiment tout connaître avant de commencer à se pratiquer? Puis il y en a d'autres qui vont dire, je vais faire les mises en situation, puis si je vois que je ne comprends pas, que je ne suis pas en mesure de trouver les bonnes justifications, là, à ce moment-là, je vais retourner dans mes livres. Donc, les deux méthodes sont bonnes. Il faut que tu trouves celle qui te convient le mieux. Donc, il y en a qui vont dire, bon, ben, je prends le bloc de chirurgie, je vais faire toutes les lectures, je vais écouter les vidéos et ensuite de ça, je vais faire les mises en situation. Puis il y en a d'autres qui c'est le contraire. Ils vont dire, non, moi, je commence par les mises en situation, puis si j'ai besoin, je vais refaire les lectures. Mais ça va dépendre du temps que tu as à consacrer à ton étude pour ton examen. Fait que c'est sûr que si tu n'as pas beaucoup de temps, tu vas te privilégier les mises en situation. Si tu as beaucoup de temps, ben, tu vas peut-être faire les deux. Est-ce que ça répond à ta question? C'est Aurélie qui m'a posé. Oui, Parfait. allô, Oui. merci Sylvie. Oui, ça répond effectivement à ma question parce que j'étais un peu mêlée sur quelle est
la procédure à suivre, quelle est la bonne méthode. Mais là, votre explication est assez claire, merci. Ben, ça me fait plaisir. C'est ça, vous vous connaissez comme étudiant. Puis, tu sais, la gestion du stress, je l'ai dit, c'est important. Donc, mettez-vous pas du stress à étudier. L'étude devrait diminuer votre stress. Donc, trouvez vos méthodes. Les méthodes qui fonctionnaient bien dans vos études vont encore bien fonctionner pour votre préparation. Donc, s'il vous plaît, est-ce que la CPI doit prendre une ordonnance téléphonique? Parce que dans mon CHSLD, par exemple, je suis la seule de soir sans infirmière à proximité. Et quand le médecin appelle, est-ce que je dois courir sur l'autre étage pour chercher l'infirmière pour qu'elle écoute avec moi? Euh, je te dirais, Roselyne, ça dépend de ton employeur. Parce que dans ton plein champ d'exercice, comme CPI, tu as le droit de prendre des ordonnances en autant que tu puisses faire la prescription. Si le médecin te prescrit de donner un antibiotique Péros, parce que tu es en CHSLD, donc un antibiotique Péros ou du Lasix Péros, tu es capable, est-ce que tu es en mesure de pouvoir le donner? Oui, donc tu peux le prendre. Que tu sois CPI, que tu sois CPIA, tu peux le prendre aussi. Mais est-ce que dans ton organisation, est-ce que le CHSLD où tu es, est-ce qu'il t'oblige à avoir une contre-vérification de ton ordonnance? Ça, il faut que tu le vérifies avec eux. C'est eux qui ont qui sont pas le préjudiciable, mais c'est eux qui ont la finalité parce que c'est ton employeur. Lorsqu'on se prépare à l'examen, ça, c'est autre chose. Donc, si à l'examen, moi, ce que je te dis, c'est tu as le droit de l'administrer, tu as le droit de prendre l'ordonnance téléphonique. Est-ce que ça répond à ta question, Roselyne? Oui, c'est bon, merci. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Questions, commentaires? C'est trop clair? C'est sûr, tu sais, de parler de tutorat, c'est mon bébé, c'est ce que je fais 365 jours par année. Je ne prends pas de vacances nécessairement parce que c'est quelque chose que j'aime trop faire. Donc, tu sais, moi, de voir les étoiles dans les yeux des étudiants quand ils comprennent, tu sais, qu'ils n'ont pas juste appris les choses, mais là, qu'ils comprennent, puis que ça fait, ah oui, c'est pour ça. Bon, ça, là, c'est mon plus beau cadeau quand j'enseigne, puis quand que je suis en contact avec vous. Oui, Roselyne. Sylvie, s'il vous plaît, je voudrais savoir aussi, est-ce que la CEPI a le droit, par exemple, de faire un plan de traitement par rapport à une plaie? Non. Non, parce que c'est initier un plan de traitement. La CPI ne peut pas faire ça. Ça fait partie. Si tu vas sur le site de l'Ordre, va voir qu'est-ce qu'une CPI a le droit de faire, puis ou n'a pas le droit de faire. Tu sais, puis c'est vraiment bien expliqué là, sur le site de l'Ordre des infirmières. Va voir CPI, qu'est-ce qu'elle peut faire, puis on va avoir le listing. On est CPIA, la distinction, donc pour les infirmières auxiliaires, c'est que vous pouvez faire les mêmes actes que vous êtes CPIA ou que vous êtes infirmière auxiliaire. Donc, vous n'avez pas de limitation au niveau de vos activités. La limitation va venir de votre employeur, mais pas de votre ordre professionnel. Donc, ça aussi, c'est une distinction importante. Christelle, tu as la main levée. Ça me fait plaisir, Jennifer. Oui, Sylvie, merci. C'était juste par rapport au jour de l'examen. Oui. Je voulais savoir le déroulement. Est-ce que c'est toute la journée? Est-ce que c'est le matin? Je sais pas trop. Ça se passe comment, s'il vous plaît? Est-ce que tu fais ton examen de l'OIQ ou de l'OIAQ? Oui, l'OIQ en mars 25. Donc, le 25 mars, euh, Oui, c'est toute la journée. Tu vas ok, savoir 2 semaines avant à quel endroit tu vas faire ton examen. Donc, ok, habituellement, c'est Montréal et Québec. Si tu restes en Abitibi, ils n'iront pas descendre à Québec.
Si tu restes à Matane, ils ne te font pas monter nécessairement à Montréal. Mais ils vont essayer de faire un partage égal ou équitable selon les salles. Donc, les gens qui restent Trois-Rivières et dans le centre, là, ben, ça peut être un ou l'autre. Et c'est eux qui décident. Donc, Ok. vous n'avez pas le choix. Si vous dites, non, ben, moi, je ne veux pas aller à Montréal, puis que vous êtes à Montréal, vous devez vous présenter là. Ok. Ça commence habituellement à 9 heures l'examen, mais vous devez vous présenter, je pense, pour 8 heures. Vous avez toujours les informations. Mais ça commence de bonne heure le matin. Il y a la période d'inscription. Ensuite de ça, vous êtes attitré à un pupitre. Vous allez faire un premier, ils vont vous donner les consignes. On vous donne un premier cahier qui a environ 60-65 questions. Bon, puis avec des mises en situation, donc peut-être une vingtaine de mises en situation, 60 à 65 questions. Quand c'est terminé, donc vous pouvez quitter. L'examen va se terminer à l'heure précise où ils veulent que ça soit fini selon l'heure que ça va avoir commencé. Et vous allez avoir 1 heure de délai avant de recommencer, de revenir dans la salle pour faire la deuxième partie d'examen. Ça dure environ 2 heures, 2 heures et demie par période. Donc, des fois, c'est plus long, des fois, c'est moins long. Ça va dépendre de toi, comment tu vas faire ton examen. Donc, on vous suggère toujours d'amener un lunch froid, quelque chose qui va vous donner de l'énergie, parce que vous avez juste 1 heure pour manger, puis fait qu'à vous aller au pipi puis tout ça, là. Donc, ça fait pas grand temps. Fait qu'on va pas on va pas au petit resto du coin où on amène nos affaires pour être prêt pour pouvoir manger. Puis on ira prendre un bon repas quand ce sera terminé, avec un bon verre de vin, une bière ou un petit cocktail pour dire avec la journée que j'ai passée, je l'ai bien méritée. Ok. S'il vous plaît, est-ce que la deuxième partie, c'est aussi 60 mises en situation ou bien c'est moins? C'est à peu près la même chose. Ça varie toujours, des fois un petit peu plus, un petit peu moins, mais Ok. c'est à peu près la même longueur. Super, merci. Ça me fait plaisir. Je vais aller voir dans les commentaires. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais avoir plus d'informations concernant les autres formations que vous faites dans l'amélioration continue des soins après l'examen de l'ordre. Rosine, donc, ce qu'on offre présentement, je pourrais peut-être arrêter le partage, donc, comme ça. Donc, on a une formation sur, attends, à moins que je puisse aller vous le chercher. Attendez-moi 2 secondes. On a, pour celles qui me suivent déjà depuis un certain temps, donc, vous savez, bon, vous avez peut-être vu, nous avons changé de plateforme de formation. Donc, mais si vous aviez nos anciens liens, vous êtes capable de vous retrouver aussi. Donc, ça, c'est notre catalogue de formation. Donc, si vous voulez aller faire un tour pour aller voir qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, donc vous avez un démo ici qui est gratuit. Donc, vous n'avez rien qu'à cliquer, avoir votre mot de passe, votre adresse courriel, vous créez un mot de passe, puis vous l'avez tout à fait gratuitement. Donc, vous avez vos préparations. Ce qui est nouveau, donc là, on a leadership clinique qui est vraiment et mieux s'organiser pour mieux soigner, qui est pour des jeunes infirmières, mais ça peut être aussi pour des CP, CPA. C'est comment je peux exercer mon leadership en début de pratique quand je travaille avec une équipe. Donc, tu sais, vous arrivez comme CP, vous arrivez comme jeune infirmière avec des infirmières auxiliaires que ça fait 20 ans qui travaillent, avec des préposés qui sont là depuis longtemps. Et comment vous faites, quel est votre leadership, puis comment je l'applique, comment je travaille en équipe. Donc, on a celle-là. C'est en auto-apprentissage. Donc, quand vous la commencez, vous la finissez. Vous n'êtes pas obligé de la finir dans la même journée, là. Donc, c'est un 3 heures de formation. Mieux s'organiser pour mieux soigner, c'est vraiment d'organiser votre travail. Vous avez été habitué à travailler avec un patient, 2 patients, des fois 3 patients en stage. Là, vous allez arriver avec une équipe où vous allez avoir peut-être 10 patients à vous occuper. Donc, comment on gère ça? Donc, ça, c'est le mieux s'organiser pour mieux soigner. On a formation sur les problématiques cardiaques, donc vraiment une mise à niveau, pas pour l'examen nécessairement, mais pour en apprendre davantage. Donc, faire une bonne révision sur l'insuffisance cardiaque, apprendre à lire un ECG, connaître les principales euh, problématiques au niveau de l'ECG, aller voir les arythmies, les médicaments, donc les antiarythmiques, les antihypertenseurs. Donc, c'est un module de 7 heures.
Toutes ces formations-là sont accréditées. Donc, si vous avez besoin d'heures accréditées pour renouveler votre permis, là, présentement, si vous êtes CPI puis étudiante, vous n'en avez pas besoin. Mais lorsqu'on est infirmière ou infirmière auxiliaire, on a besoin d'avoir nos heures de formation accréditées. Donc, ce sont des heures qui sont accréditables. Ensuite de ça, PTI, pour celui-là, c'est pour les enseignantes. Ça s'en vient pour les étudiants. Je suis en train de créer un module aussi. Celui-là ici, qui est le suivi évolution 25, il est tout nouveau, tout chaud. Je ne pensais pas en parler, mais là, parce qu'on me pose la question, c'est un suivi de 6 mois, de 6 mois habituellement, mais parce qu'il est nouveau, je l'étire sur 9 mois. Donc, il est bon jusqu'en septembre. C'est vraiment un suivi. Et de plus en plus, on me demandait, ouais, mais moi, j'ai déjà fait ma formation, je suis déjà infirmière, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui jaser, d'avoir un petit groupe, tu sais, de voir quelles sont nos réalités, comment je fais pour, j'ai eu ce patient-là, je ne savais pas trop comment l'évaluer, je ne savais pas trop quelle intervention faire. Donc, le suivi évolution va servir à ça. Donc, c'est des rencontres une fois par semaine qui sont enregistrées tout le temps. Avec, ben, ça va aller vraiment selon les questions que vous allez avoir. Et vous avez un groupe ben, qui est avec WhatsApp, donc un canal de discussion où vous avez accès à moi tous les jours de la semaine pour me poser vos questions, que ce soit en écrit ou en vocal, et je vous réponds. Donc, c'est notre canal de discussion en dehors des rencontres qu'on a une fois par semaine. Pour l'instant, j'avais le programme Excellence, Excellence Plus, mais pour l'instant, il est terminé. Il va s'ouvrir uniquement pour la session de septembre. Donc, c'est pour ça qu'il n'apparaît pas dans le catalogue. Donc, ça, c'est un suivi, en plus de la préparation à l'examen, c'est un suivi particulier avec moi où on a en plus des rencontres une fois par semaine avec un canal WhatsApp aussi pour travailler donc à tous les jours quand on a des questions. Donc, on a accès à moi directement. Est-ce que ça répond à ta question? Je ne me souviens pas qui m'a posé la question. Donc, c'est ce qu'on offre, là, ce sont les produits. On s'en vient avec des nouveautés qui s'en viennent aussi pour la formation continue. On est vraiment en train de développer ce volet-là. On a la compétence culturelle qui va arriver là, en milieu décembre là, dans ces eaux-là. Ça va vraiment travailler à comment moi, avec mes valeurs, avec mes croyances, comment je fais pour travailler avec des patients de d'autres nationalités, avec des infirmières, des infirmiers, des préposés, soit de d'autres nationalités, d'autres orientations, où ça vient, moi, me choquer, ou vient me questionner. Donc, c'est vraiment une formation pour travailler avec les différences culturelles. Donc, OK, donc c'est Rosine qui m'avait posé la question. Donc, est-ce que ça répond à ta question, Rosine? Oui, ça répond. Et puis, j'aimerais savoir si, bon, j'aimerais savoir, juste après la formation, il suffit juste qu'on télécharge le certificat et puis on met dans son compte OIQ pour pouvoir être accrédité. Oui, OK, il faut merci. savoir que pour l'OIQ, l'OIAQ, ils ont un processus différent, c'est sur 2 ans. Pour les infirmières, lorsque, tu sais, mettons, ceux qui ont fait leur examen au mois de septembre, au mois de, attends un petit peu, qui ont fait leur examen, ils viennent de recevoir leurs résultats, ils ont payé leur licence jusqu'au mois de mars. Au mois de mars, on va renouveler notre licence, donc c'est toujours au mois de mars, mais si ça ne fait pas un an complet que tu es infirmière, tu n'as pas à mettre d'heures de formation obligatoire. OK? Puis en passant, ils ne sont pas obligatoires, mais ils sont fortement recommandés. Ça va devenir une obligation dans pas long. Donc, il faut vraiment que ça fasse un an. Donc, si tu fais ton examen au mois de mars, tu vas avoir tes résultats en avril, mai, à peu près mai-juin. Tu vas payer ta licence jusqu'au mois de mars. Puis quand tu vas faire ton renouvellement au mois de mars 26, tu n'auras pas encore besoin de formation accréditée.
OK? Bon, pas pour ton dossier. Mais si vous continuez à l'université, si vous faites le DEC-BAC, tous les cours à l'université, ça fait partie de vos formations accréditées là, que vous pouvez mettre dans votre dossier. Mais tout ce que vous faites en formation continue, gardez-vous un portfolio. Donc, oui, de le mettre dans votre dossier. Donc, non pas juste pour les formations accréditées, mais pour voir votre bagage de formation que vous avez fait. Fait que quand vous allez rencontrer un employeur, de dire, ben regardez, moi j'ai fait ça, je suis en train de faire ça, c'est un plus. Donc, tu sais, ça paraît pas, mais la préparation à l'examen, on a des CIS qui sont partenaires avec nous. Donc, ça se peut qu'elles vous soient payées déjà par votre CIS ou CIUS soit qui vous engagez ou qui va vous engager. OK? Donc, ne vous inquiétez pas si vous aviez déjà payé votre formation avec nous, on vous la rembourse. Parce que un CIS, par exemple, vous la donne gratuitement. Donc, on est reconnu. Donc, il y a même des CIUS qui, sans être partenaires avec nous, vont vous rembourser cette formation-là. Ou peut-être que ça va faire un plus quand vous allez passer une entrevue, puis vous allez dire, ouais, mais oui, là, moi, je veux être CP, puis tout ça, puis en même temps, je prends tout ce que j'ai pour pouvoir réussir mon examen. Je me suis inscrit aussi chez Tutorat Soins Infirmiers pour me préparer. Ça sonne toujours bien aux oreilles des CIS et des CIUS que vous vous prenez en main pour votre préparation à l'examen. J'aimerais savoir s'il y a encore possibilité d'inscription. Oui, les inscriptions sont toujours ouvertes. On a quelques rencontres de commencer et ils sont enregistrés. Donc, comme hier, moi, je donnais contention et mesures d'isolement. Donc, l'enregistrement est déjà là. Les rencontres se font toutes en Zoom, donc c'est facile. C'est aussi facile que ce que vous avez fait aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, on a les rencontres qui sont là. Pour l'OIAQ, la session de mars, elle est déjà ouverte aussi. Les rencontres vont commencer en décembre. Donc, ça aussi, vous pouvez déjà vous inscrire si vous voulez. Donc, pour les modalités, les deux préparations, que ce soit OIQ ou OIAQ, c'est 295 plus taxes. Ça fait 339,18. Donc, il n'y a pas de modalité comme telle. Donc, c'est un paiement. Vous pouvez le faire par carte de crédit, mais vous pouvez le faire aussi par Interac. Donc, par virement bancaire, les deux possibilités sont là. Quand c'est par virement Interac, vous allez avoir les informations vraiment pour faire votre virement, parce qu'on n'est pas une institution comme Hydro-Québec, là, on n'est pas inscrit dans vos payeurs, là, à votre banque ou à votre caisse. Donc, ça va être vraiment un transfert comme de personne à personne. Donc, vous allez avoir toutes les informations. Donc, vous allez l'envoyer avec l'adresse de tutorat soins infirmiers. Vous allez avoir une question avec une réponse parce que on n'a pas des questions pour chacun des personnes qui vont s'inscrire. Donc, vous allez écrire cette question-là. Vous allez donner que c'est cette réponse-là qu'on s'attend. Et nous, quand on va recevoir votre paiement, on va prendre votre paiement, on vous donne accès automatiquement à la préparation et à l'ensemble des outils qu'on vous offre pour votre préparation. Est-ce que ça répond à ta question, Steph? Stéphane, Stéphanie, là? Parfait. Donc, fait que sur ce, ben, je ne veux pas prendre plus de votre temps. Un gros merci d'être venu me voir, d'avoir participé à cette rencontre-là, en espérant que ça a répondu à vos questions et on va vous voir peut-être, qu'on ne vous voit pas. L'important, c'est préparez-vous. Attendez pas à la dernière minute, attendez pas à la dernière semaine pour dire, ah, j'ai un examen puis je ne suis pas prête. OK? Donc, un échec, ça coûte cher en argent, ça coûte cher en estime de vous, ça augmente votre stress parce que vous allez être obligé de recommencer votre examen. Donc, prenons-nous en main déjà là, puis on le réussit pour la première fois, puis après ça, vous n'entendrez plus parler de cet examen-là, vous allez l'avoir réussi pour la vie. Madame Donc, Sylvie, j'ai une oui, question. Rosette. En fait, tout à l'heure, je vous avais dit comme si après avoir obtenu notre examen, on fait un cours à l'université, on pourrait aussi, bon, par exemple, si je fais un cours, par exemple, j'ai réussi à 3 crédits. Non, j'ai réussi, oui,
j'ai réussi à 3 crédits, on va dire, non, un cours, c'est 3 crédits. Si j'ai réussi à un cours, ça veut dire 3 crédits. C'est Est-ce que, 45 heures. Parce qu'un crédit, c'est 15 heures à l'université. ok. Donc, parce que j'aimerais savoir si, euh, lorsqu'on réussit, on peut juste demander le relevé, je ne sais pas si c'est l'attestation ou le relevé de notes pour mettre dans son Même pas. dossier OEQ pour Tu pouvoir... n'auras même pas besoin, t'as pas besoin de documents comme tel. Ce que tu vas mettre dans ton dossier à l'OIQ, c'est, on va dire, bon, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas marquer, mettons, un cours à l'université. Ils vont te demander d'écrire le nom du cours, combien d'heures que ça équivaut. Puis tu le fais de ah, telle date à telle date. ok, Puis tu gardes tes preuves avec toi. Bien, c'est sûr que si c'est à l'université, tu vas l'avoir dans ton dossier universitaire. d'accord, Ça fait merci. plaisir. Donc, sur ce, fait que je vous souhaite une bonne soirée, bonne semaine, bon temps des fêtes qui s'en vient et surtout bonne préparation pour votre futur examen. Donc, si vous avez des questions, ne vous gênez pas de nous écrire. Donc, à info à commercial ou allez sur nos médias sociaux. Vous allez trouver rapidement nos adresses. Donc, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Donc, vous allez probablement recevoir un courriel de remerciement parce que vous avez participé au webinaire. Je vais vous mettre disponible également le PowerPoint. Donc, si vous avez besoin d'informations, vous allez pouvoir les prendre dedans. Donc, on se revoit bientôt. Bye bye tout le monde. Bye.